Nous cherchons tous à aller d'un point A à un point B par le chemin le plus rapide et le plus direct possible, n'est-ce pas? Certes, mais si tu t'es déjà demandé pourquoi il n'y a pas de vol direct entre ta ville et la destination de ton choix, il y a une raison. Lorsqu'elles décident d'une nouvelle route, les compagnies aériennes ont des analystes intelligents qui décident de ce que sera cette route, ou même si elle peut être ouverte. Ils doivent répondre à 2 questions principales. Combien de personnes veulent s'y rendre et combien d'argent ces passagers sont-ils prêts à payer? En fonction de ces 2 facteurs, les compagnies aériennes peuvent créer de nouvelles routes et abandonner les routes existantes. La distance implique du carburant et le carburant implique un coût. Si elles ne vendent pas assez de billets aux passagers potentiels empruntant cette route, elles la suppriment. Nous ne sommes donc pas les seuls, nous les passagers, à vouloir aller du point A au point B le plus rapidement possible. La compagnie aérienne veut aussi rendre ce trajet aussi efficace que possible. Parce que le temps, c'est de l'argent. Au fait, tu ne t'es jamais demandé pourquoi les gens ne veulent pas prendre l'avion du point B au point A? C'est toujours de A à B. Pourquoi? B est un endroit sympa à visiter, mais les gens ne voudraient pas y vivre. Bref, revenons à nos moutons. Quand tu pars en voyage en voiture, tu planifies probablement ton itinéraire. Tu choisis les meilleures routes possibles, tu vérifies combien de stations-service, de magasins et d'aires de repos se trouveront sur ton chemin. Même si tu ne le fais pas pour tes trajets en voiture, les compagnies aériennes le font pour les vols, car l'avion est beaucoup plus cher que la voiture. Avant le début d'un vol, l'équipage établit un plan de vol. Le plan est téléchargé sur l'ordinateur de bord et montre tout l'itinéraire d'une ville à une autre. L'avion devra s'y tenir la plupart du temps, même s'il existe en réalité toute une série de possibilités de routage. Notamment parce qu'il est judicieux d'avoir un plan B, C et D quand on déplace un aussi gros morceau de métal dans le ciel avec des centaines de personnes à bord. Les compagnies aériennes ont l'itinéraire principal et des alternatives à utiliser en cas de conditions météorologiques défavorables ou d'autres problèmes éventuels. Donc les passagers, comme la compagnie aérienne, souhaitent que l'avion vole le moins longtemps possible. Comme nous le savons, le chemin le plus court de A à B est une ligne droite. Mais si tu regardes une carte des vols, tu verras tout sauf des lignes droites. Il s'agit plutôt d'une forme d'arc-en-ciel à travers le globe. Pourquoi? Parce qu'afficher notre Terre en 3D sur une carte en 2D est compliqué. Ton avion vole bel et bien en ligne droite. La preuve, si tu prends une ficelle et que tu relis, mettons, Los Angeles à Tokyo, tu verras qu'elle est aussi droite que possible. Mais compare ta ficelle aux lignes de latitude qui traversent ton globe et tu verras ton arc de cercle. Si tu regardes un radar de vol en direct, tu verras des milliers d'avions volant au même moment sur le même itinéraire. Quasiment toute la carte en est couverte. Maintenant, prenons par exemple les États-Unis et l'Europe. Les avions décollant de New York, Boston, Chicago et de nombreuses autres villes volent tous vers l'Allemagne, l'Espagne, la Grèce, etc. Ils sont tous dans le même espace aérien au même moment et atterrissent en Europe le matin. Il s'avère que l'autoroute de l'air est bien plus fréquentée que ce que l'on pensait. Imagine que cela se passe sur une autoroute au sol, il y aurait tellement de trafic chaque jour. Mais quand tu es là-haut dans le ciel à regarder les nuages, tu as l'impression que ton avion est tout seul. Tous ces avions utilisent à peu près le même itinéraire parce que c'est le plus rapide et le moins cher. Alors comment se fait-il que des milliers d'avions empruntant tous essentiellement le même chemin ne se rentrent pas dedans? Eh bien, la différence entre la route et le ciel est que la route est plate. Là-haut, à des milliers de kilomètres au-dessus du sol, l'espace est en 3D et les avions en profitent. Mais il faut tout de même coordonner tous ces mouvements, bien sûr. Le trafic aérien est géré par des répartiteurs qui surveillent les avions et s'assurent qu'ils ne se rapprochent pas à moins de 5 km les uns des autres. L'un des éléments qui les aide à le faire est la réglementation des niveaux de vol. Tous les vols en direction de l'ouest restent à des altitudes paires, 34 000 pieds, 10 300 mètres, 36 000 pieds, 10 900 mètres, etc. Tous les vols en direction de l'est volent à des altitudes impaires, 35 000 pieds, 10 600 mètres, 37 000 pieds, 11 200 mètres, etc. Cela signifie qu'il y a au moins 1000 pieds, 300 mètres, entre les avions qui se dirigent l'un vers l'autre. Cela ne semble pas beaucoup quand on parle d'altitude de dizaines de milliers de pieds, mais c'est à peu près la hauteur de l'Empire State Building. Certaines zones aériennes voient passer un trafic extrêmement dense, car de très nombreux avions y volent à chaque instant. Chaque fois qu'un avion entre dans l'une de ces zones très fréquentées, il doit suivre un itinéraire très précis. Mais même dans les zones moins fréquentées, il y a toujours des milliers d'avions. Pour partager le ciel en toute sécurité, chacun doit suivre son propre itinéraire qui a même un nom spécifique, et ils sont très aidés pour rester sur le bon chemin. Il existe des dispositifs au sol appelés aides fixes à la navigation ou navaids en abrégé. Elles envoient des signaux radio dans le ciel qu'un avion peut capter. Il y a aussi des balises qui sont simplement des points géographiques sur la Terre. Elles sont chargées dans les systèmes GPS et l'avion doit les suivre. La trajectoire d'un avion consiste essentiellement à voler d'une balise à une autre, jusqu'à sa destination.
Revenons maintenant à ce radar de vol mondial. Tu remarqueras aussi que les avions évitent de survoler l'océan et les grandes étendues d'eau. L'océan Pacifique en particulier. Oui, tu verras quelques avions ici ou là, parce que les gens doivent bien se rendre à Hawaï d'une manière ou d'une autre. Mais en général, on contourne le Pacifique plutôt que de le traverser. C'est parce que c'est un itinéraire qu'il est préférable d'éviter. Chaque fois qu'il y a une belle trajectoire au-dessus de la terre ferme qu'un avion peut suivre à la place, il choisira celle-là. Cela n'a pourtant aucun sens car les vols au-dessus de l'eau sont moins mouvementés. Les turbulences sont causées par l'air chaud qui s'élève du sol. Lorsqu'il n'y a pas de sol en dessous de toi et seulement de l'eau, la source des turbulences disparaît et tu profites d'un vol moins chaotique. Et pourtant, voler au-dessus de la terre est plus sûr. Cela s'explique simplement par le fait qu'il y a alors plus de possibilités d'atterrir en urgence sur le sol plutôt que, au milieu de l'océan. Les avions qui empruntent ces trajectoires transocéaniques sont généralement les plus gros, avec 4 moteurs. Ce serait tout simplement trop dangereux pour ceux qui n'ont que 2 moteurs. Imagine qu'un moteur tombe en panne et que l'avion doive compter sur le seul autre moteur qu'il possède. C'est possible, mais il vaut mieux l'éviter. Toutefois, les gros avions aussi préfèrent avoir un endroit sûr pour atterrir, au cas où. Maintenant, montre-moi un aéroport dans l'océan Pacifique. Il n'y en a pas beaucoup, hein ? C'est pourquoi tout le monde contourne l'océan. Une autre région que les avions préfèrent éviter est l'Himalaya. Encore une fois, cela ne veut pas dire que ça n'arrive jamais. Il est juste préférable de ne pas le faire. Les montagnes de l'Himalaya dépassent en moyenne l'altitude de 6000 mètres et le mont Everest atteint 8848 mètres. La plupart des avions volent à environ 9000 mètres, ce qui laisse une marge bien trop faible pour être confortable. Sans compter que les vents y sont forts et que les montagnes rendent la manœuvre de l'avion difficile. En outre, il n'y a presque aucune réception radar dans l'Himalaya, donc le pilote ne pourrait pas communiquer avec le sol. De plus, un atterrissage d'urgence n'est possible que sur une surface plane. La région de l'Himalaya est tout le contraire de cela. Ajoute à cela qu'il y a un risque de manquer d'oxygène dans cette région déjà dangereuse. Un avion a seulement assez d'oxygène pour tenir 20 minutes. Le pilote a largement le temps de descendre d'au moins 3000 mètres à une altitude plus sûre avec plus d'oxygène. Mais l'Himalaya rend cela pratiquement impossible, puisque les montagnes s'élèvent partout. Retournons à notre radar de suivi des vols. Tu remarqueras aussi qu'il n'y a pratiquement aucun avion qui survole les pôles. Sauf celui qui se trouve dans l'Arctique. Qu'est-ce que tu fais là-bas ? Ah, le fameux Dubaï-Seattle. Il reste une exception. Cette route a probablement obtenu une autorisation spéciale, un système de navigation et un ensemble unique de préparatifs. Le problème ici est que les pôles interfèrent avec la navigation. Les boussoles se détraquent et ne sont plus d'aucune utilité. Le pôle nord de la Terre possède un champ magnétique très puissant qui change constamment. Le champ magnétique se déplace, ce qui rend le vrai nord différent de ce que les pilotes voient sur leurs appareils. S'ils se trompent de quelques degrés seulement, cela peut finir par leur coûter cher sur de longues distances. C'est pourquoi très peu d'avions survolent réellement l'Arctique. Et oublie l'Antarctique, personne ne le survole. Ce n'est pas parce que tu n'as pas le droit. C'est juste que près de 70% des terres de notre planète se trouvent dans l'hémisphère nord et que près de 90% de la population mondiale vit là-haut.